Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, salut Michael. Salut. On se retrouve aujourd'hui au potager du Gaïrou. Peux-tu te présenter et présenter le potager du Gaïrou, s'il te plaît? Tout à fait. Alors, je suis Michael Terling. Alors, j'ai créé le potager du Gaïrou en 2015. Alors, il y a plusieurs activités ici sur ce lieu, donc qui est un jardin-forêt en permaculture de 1000 m². Alors, la première activité, c'est la production de graines, de légumes, d'engrais verts, de petits fruits, d'arbres fruitiers. Alors, une grosse partie de l'activité sur le lieu, c'est une production dans la pépinière. Donc, je multiplie toutes les plantes présentes sur mon lieu, donc ce soit les légumes annuels, les petits fruits, les arbres fruitiers de tout type, les plantes médicinales. Alors, je réalise également des formations en permaculture. C'est très diversifié, mais c'est toujours axé sur l'autonomie alimentaire. Ça peut être sur les semences, sur comment valoriser les plantes médicinales, comment associer les plantes entre elles, comment démarrer un jardin-forêt, comment démarrer un potager en permaculture au printemps, à l'automne, comment conserver ses fruits et légumes. Enfin, tu vois, c'est très vaste. Alors, il y a également des coachings. J'accompagne beaucoup de nouveaux projets, la création de nouveaux potagers, de nouveaux jardins-forêts, de jardins partagés. Je réalise aussi un peu de tisane, donc j'essaie de valoriser quand même une partie de toutes les espèces médicinales sur le lieu. Et alors, dans la dernière des activités, c'est la production de fruits et légumes. Donc, je vends quelques paniers sous la forme d'abonnement. Et puis aussi des surplus de production, notamment en ce qui concerne les arbres fruitiers. Voilà un petit peu globalement tout ce que je fais sur le lieu. Mais oui, tu vois, c'est très diversifié. En fait. Et c'est déjà énorme ici, ouais. tout ce que tu fais. Voilà, voilà globalement, dans les grandes lignes. Le potager du Gaïrou, c'est aussi un jardin-forêt. Quand as-tu commencé à cultiver celui-ci? Alors, j'ai commencé à l'automne 2015. J'ai commencé juste dans ces zones-là, derrière nous. Et d'année en année, je l'ai agrandi jusqu'à arriver à 1000 m² aujourd'hui. Combien d'espèces végétales as-tu dans ton jardin-forêt? Alors, il y en a environ 500. Je pense qu'il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais je n'ai pas encore identifié toutes les espèces. Donc, ça correspond à 500 espèces sur 1000 m². Oui. Peux-tu présenter les différentes zones de ton jardin-forêt? Alors ici, on est plutôt dans la partie médicinale. Je l'appelle comme ça parce que c'est ici que je concentre le plus gros de la collection des espèces médicinales. Je pense qu'il y a plus ou moins 200 espèces d'environ 3 arts, rien que pour les médicinales. Je ne parle pas notamment des arbres fruitiers qui ne le sont pas toujours. Et donc, c'est la partie la plus ancienne. On peut un peu aller voir plus loin. Et dans cette zone-ci de 3 arbres, j'ai commencé par cette zone-là, la moitié plus ou moins de la superficie. C'était en 2016. Et en 2017, j'ai transformé une pelouse également en une nouvelle zone. Et au départ, c'était principalement des plantes médicinales et des légumes annuels. Et puis d'année en année, je suis parti davantage sur des espèces perpétuelles à partir du moment où j'ai racheté la maison en 2017. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai planté activement. Alors, oui, ici, on observe un petit peu des plants qui sont plus âgés, puis des plantes spontanées, beaucoup de médicinales, beaucoup de plantes herbacées. Puis, oui, ici, c'est du charme, un jeune charme, mais que j'utilise notamment comme plante pionnière et comme plante à biomasse pour pailler mon sol. Où finalement ici il y a une hespérule odorante au pied qui bénéficie de l'ombre de cet arbre. Vous voyez le bouleau là aussi, je pense qu'il est apparu en 2018. Et puis finalement en quelques années ça devient un arbre gigantesque, mais qui donne un bénéfice à tout l'ensemble puisque ça rajoute de la matière, ça rajoute aussi de l'ombre. C'est une zone qui était quand même très exposée au soleil et au vent. Et finalement avec le temps, tout l'espace se densifie en espèces que j'ai choisies ou d'autres qui sont, oui, il y a de plus en plus d'espèces spontanées, notamment même des mirabelliers, des arbres fruitiers qui se ressèment, comme celui-ci. Il est tout jeune, et je pense qu'il a peut-être 2-3 ans, et j'ai déjà récolté quand même une belle petite récolte dessus.
Donc, alors il y a aussi bon, un espace de production. Vous voyez, il y a une serre en verre et aussi une serre bioclimatique qui me donne des températures environ 5 degrés supérieures à ce qui se fait à l'extérieur. Donc ça me permet de lancer des cultures beaucoup plus précocement en début de saison. Je peux lancer des légumes annuels, aussi des semis d'arbres fruitiers et les protéger un petit peu en début de saison. Puis je les acclimate dans la serre en verre par la suite, avant de les mettre à l'extérieur, et notamment dans la nurserie qui se trouve là-bas, dans laquelle je stocke une grosse partie des plants l'été pour les protéger de la chaleur, de la sécheresse, ce qui me permet aussi de réduire l'arrosage, puisque je n'ai que des eaux de pluie ici en fait, environ plus ou moins 17 000 litres. Mais c'est clairement suffisant, parce que je travaille beaucoup sur la résistance à la sécheresse, et je sélectionne tous les plants pour qu'ils soient le plus robustes par rapport à ce critère-là. Enfin, aussi bien sûr au froid, hein, mais pour l'eau, c'est quand même quelque chose de très important à l'heure actuelle. Ouais. Alors on peut aller peut-être dans la nurserie. Je l'appelle comme ça parce que c'est souvent des jeunes plants. Alors on peut par là. Donc on voit en fait, oui, il y a un entreposage de beaucoup d'arbres que je vais certainement planter une grosse partie de l'automne et de l'hiver prochain. Beaucoup de choses qui sont issues de semis, beaucoup d'arbres semés, des arbres bouturés aussi, des marcottages. Enfin, j'ai l'exemple typique, le figuier, hein, ou mûrier du Japon ici, qui se marcotte très facilement. Pour peut-être se promener un petit peu. On va se diriger aussi dans une zone où il y a énormément de mirabelliers. C'est un arbre qui a été implanté par mes grands-parents et aussi par les voisins. À l'époque, il y a peut-être environ 30-40 ans. Et finalement, j'ai tendance à en laisser beaucoup parce qu'ils se sèment spontanément, et ils sont tous un peu différents avec des caractéristiques de goût, de texture, de couleur. Ça passe souvent du jaune à l'orange vers le rouge, enfin différentes couleurs. C'est extrêmement productif ici quand un petit peu. Ouais, il y en a de trop en fait. J'ai déjà récolté des centaines de kilos cette année-ci. Je pense que si je devais encore tout récolter, je suis vite à une centaine de kilos en plus, en comptant tous les arbres sur le lieu. Bon, il y a des fruits qui commencent déjà un petit peu à pourrir, mais voilà, c'est ce que j'en ai de trop, quoi, en fait. C'est pas un problème d'en avoir de trop, en fait, finalement. Puis ça nourrit d'autres animaux, d'autres insectes, dont les guêpes notamment. Donc, vous voyez ici, il y a des plants de tout type, hein, que ce soit, bon, ici, voilà, on reconnaissait, hein, Groseillia macro, il y a aussi du mirabellier, il y a des semis de poiriers ici, il y a du paulownia. Il y a aussi des amandiers par là, il y a des mûriers, des abricotiers d'Ouzbékistan. Donc c'est vrai que j'ai aussi des arbres très avancés qui me produisent déjà, l'abricotier d'Ouzbékistan, une variété quand même très robuste et anti-cancer aussi. Et j'essaie de la multiplier davantage sur le lieu, et j'espère en avoir énormément par la suite. Alors ben voilà, on est toujours dans la partie médicinale, mais une partie un petit peu plus récente, et on a notamment un figuier italien qui devient ultra productif depuis quelques années, et vous voyez, il me donne quand même des très grosses figues. Elles peuvent encore grossir, hein. J'en récolte depuis quelques semaines. On voit un petit peu une figue un peu plus avancée là, qui est touchée un peu par des guêpes. Et donc ben voilà, c'est d'autres plantes. Il y a des plantes herbacées, vous voyez, notamment le gâtillier, une sorte de substitut au poivre, ou des plantes, bien sûr des petits fruits. Il y a des baies de goji là-bas, il y a aussi de la bardane qui est gigantesque juste derrière, qui saute un peu aux yeux. Enfin, il y a une multitude de plantes, impossible à décrire, sinon il faut passer des heures. Alors on peut peut-être aller voir dans la zone là-bas, la parcelle la plus grande de 7 arts. Alors ici on est au début de la parcelle que j'ai commencé à cultiver à l'été 2018. Ça correspond à plus ou moins 7 arts, donc juste à côté de la partie médicinale. Et donc cette parcelle, elle fait 100 mètres de long. Au début c'est assez étroit, hein, c'est environ 6 mètres de large. Et puis tout au bout,
ça devient très grand. J'ai le plus grand mandala du lieu qui se trouve là-bas. Et donc, il y a environ 100 mètres de haies qui ont été plantées dès l'automne 2018. Puis 50 mètres, j'ai réalisé 50 mètres en 2018, 2019, 50 mètres plus loin là-bas. Et il y a bien sûr encore une haie supplémentaire, peut-être de 50 mètres, qui va jusqu'à la chaussée. Donc j'ai mis énormément d'espèces différentes dans cette haie, toutes les espèces recommandées indigènes de la région, mais aussi des choses plus rares, médicinales, exemple l'Eucalyptus guni, qui est très vigoureux et qui a multiples usages médicinaux. Alors vous voyez ici dans cette zone-ci, donc on a énormément de parcelles qui se touchent les unes aux autres, qui sont séparées par des planches en bois. On a environ 1,50 m de large sur plusieurs zones. Alors il y a énormément, 3/4 de la superficie est consacrée à la production de graines et de fruits et légumes un peu en version maraîchage. Donc on a des classiques, mais on a aussi des choses plus rares, notamment ce riz que j'essaie d'acclimater. Alors j'en cultive ailleurs aussi, notamment chez ma compagne. Et ici il fait un peu chaud, chez ma compagne il fait un peu plus frais. Et j'ai de meilleurs résultats chez elle. Ça prend parfois plusieurs années pour l'acclimater. Mais j'ai déjà eu des récoltes de graines l'année passée. Et puis à mon avis, en 2-3 ans, j'aurai des stocks suffisamment grands pour pouvoir commencer à goûter ce riz. Parce qu'on pense toujours que le riz doit être cultivé dans des rizières, etc., avec beaucoup d'eau. Peux-tu nous expliquer ici la différence entre ce type de riz et le riz que tu cultives ici, c'est un riz russe qui est dans la catégorie des riz pluviaux. Donc il y a le riz de rizière, le riz pluvial. Le riz de rizière, il pousse les pieds dans l'eau. Celui-ci, il pousse les pieds dans la terre. Il se contente des eaux de pluie. Et bon, pour l'instant, il a plu récemment, dernièrement. Donc ça a certainement permis à ce riz de mieux se plaire. Mais l'année passée, il faisait très sec et j'en ai quand même eu aussi. Donc il ne faut pas forcément se dire que ça a besoin de beaucoup d'eau. C'est juste une question d'acclimatation. Et je suis optimiste et persistant par rapport à l'idée qu'on peut produire du riz en Belgique. C'est juste qu'on n'est pas très nombreux à tester et à acclimater les variétés. Mais voilà, si les Japonais peuvent le faire dans des zones assez chaudes, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire ici. Alors il y a des arbres un peu autour de nous, de tous les côtés aussi. Hein. Il y a des classiques, des pommiers, des poiriers. Il y a aussi, là c'est un néflier, il y a aussi néflier du Japon ici à côté. Bon, c'est des jeunes plants, hein, mais qui résistent au froid ici en tout cas. Il y a aussi des argousiers typiques, hein, des arbres fixateurs d'azote qui sont intéressants à implanter dans des petits espaces. Où finalement, il y a aussi une zone où j'ai fait des greffes de pommiers, parce que je greffe énormément d'arbres, des classiques, mais aussi des choses plus rares, notamment des abricotiers, des pêchers, des nachis. Il y a des tomates aussi, hein, qui sont un peu partout. J'acclimate des plants pour qu'ils soient le plus robustes aux maladies, au mildiou. Souvent, c'est des variétés à plus petit calibre à l'extérieur. Là, à côté, c'est du cyclanthère, une plante faisant partie de la famille des cucurbitacées qui donne un fruit un peu à un goût similaire au concombre et qui a l'avantage aussi d'être creux à maturité, dans lequel on peut l'utiliser pour faire des bonnes farces. Et très facile à cultiver, très productif. Alors ici, on est devant un semi-spontané de mirabellier. Je ne l'ai pas encore nommé, mais je pense que c'est une nouvelle variété qui a la peau rouge. Alors je suis sûr que c'est une mirabelle, ça a vraiment le goût d'une mirabelle. Ici, elle est plutôt juteuse. Il y a des mirabelles parfois un peu plus farineuses. Et ici, ce qui est étonnant aussi, c'est que ça produit pendant très longtemps, quoi. Donc ça fait déjà certainement 3 semaines, 1 mois que je récolte, et j'en ai encore qui sont là, prêtes à être récoltées. Alors autour, on est un peu dans la zone de transition, donc c'est une zone assez étroite. On se retrouve toujours avec des zones de culture annuelles, où il y a aussi des vivaces, hein, vous voyez des fraisiers là, juste là, où il y a, c'est une courge butternut, il y a des arbres, j'essaie de densifier avec le temps. Par le passé, il y avait des sapins de ce côté-là, qui m'empêchaient d'avoir assez de lumière dans cette zone-ci, et depuis l'année passée, ils ont été coupés, donc ce qui me permet vraiment de densifier. Il y a bien sûr la haie champêtre qui est là. On voit quelques fruits, donc il y a des pommiers, il y a plein de petits fruits aussi dans la haie. Il y a des tournesols géants qui sont là.
Ce qui est derrière les voiles, là, c'est plutôt des aziminiers, donc, que j'essaie d'acclimater. Je les ai plantés à 1 an, mais je teste aussi la possibilité de les implanter plus tôt pour qu'ils puissent développer leurs racines pivot. Donc, il y en a un des deux qui est bien vert, l'autre qui a perdu ses feuilles suite à la sécheresse, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas redémarrer l'année prochaine. J'ai déjà eu le cas plusieurs fois, donc il faut un peu de temps pour acclimater ce type d'espèce, mais vous savez comme moi qu'une mangue en Belgique, ça vaut des efforts. Alors ben oui, on est toujours dans la parcelle qui fait 100 mètres de long, on est plus ou moins à la moitié par rapport au début. Et donc ben, on voit notamment toujours la haie champêtre et puis ici un pommier qui croule sous les pommes. Puis il y a des cultures ici au pied. Bon là, vous connaissez peut-être, tout le monde ne connaît pas ces cultures-là, c'est du kiwano. C'est un peu un fruit qui a un peu un goût exotique. Enfin, il existe 2 espèces de kiwano. Celui-là, c'est plutôt la partie un peu plus sucrée et un peu moins, qui ressemble un peu moins au concombre par rapport. Enfin, l'autre, c'est le kiwano de Zambie. Celui-ci, c'est la deuxième espèce. Alors, vous voyez qu'il y a encore bien sûr des cultures de tomates. J'essaye de faire attention pour séparer les variétés entre elles, pour qu'elles ne s'hybrident pas. Donc, une parcelle correspond souvent à une seule variété. Et je les mixe bien entendu à différents types de fleurs. Ici, c'est du cosmos sulfureux qui a une belle couleur orangée et puis qui éloigne les nématodes. Donc, voilà. Il y a plein d'espèces qui font cet effet-là, notamment le souci, l'œillet d'Inde. Alors ici, on est devant un abricotier d'Ouzbékistan. Donc, c'est une espèce, la même espèce que les autres abricots, mais qui est originaire d'une région relativement froide. Et donc, je suis parti du semis, sur des arbres issus de semis. Et j'en ai un deuxième un peu plus loin derrière qu'on ne voit pas ici. Et alors, sur les deux, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Et c'est vrai que les abricotiers, ce n'est pas les espèces les plus recommandées en Belgique. Mais voilà, toujours partisan d'essayer des nouveaux trucs. Et finalement, j'ai quand même eu un bon succès avec celui-ci parce que c'est la 2e année de fructification et j'ai déjà eu 80 abricots dessus, ce qui est quand même pas mal. Et vu la taille du plant, il a aussi un port assez étalé, vous voyez, qui est un peu particulier. Je le greffe aussi en espérant pouvoir en mettre davantage et peut-être aussi dans le futur en vendre. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'idée d'explorer la diversité de cette variété-là et d'essayer aussi de partir de semis issus des noyaux. Donc j'en ai déjà semé, j'en aurai quelques-uns cette année-ci et l'année prochaine avec les 80 noyaux, j'espère en avoir certainement plus d'une vingtaine, j'espère. Et puis ils ont une floraison souvent qui arrive au partir du mois de mars. Il y a encore des gelées tardives. J'ai déjà vu des gelées pendant la floraison, ça ne m'a pas empêché d'avoir des fruits. Donc globalement, je pense qu'il est robuste, résistant et prometteur. Donc je continue à essayer de sélectionner cette souche. Et puis bien sûr, je mets d'autres variétés d'abricotiers plus classiques ou des choses qui sont peut-être plus exigeantes en chaleur. Avec le réchauffement climatique, je pense qu'on peut voir très large et on peut tester. Bien sûr, il faut parfois du temps, il faut de l'espace par moment pour certaines espèces, mais ça fait partie du travail indispensable si on veut une diversité large et des choses plus exotiques aussi. Alors ici, on est dans le grand mandala du potager du Gaïrou, donc c'est finalement le bout de la zone de 100 mètres de long. Donc c'est une zone assez large et ça m'a semblé propice de faire un peu une structure un petit peu plus géométrique, un peu plus harmonieuse, qui ressemble un petit peu aux courbes naturelles. Les lignes droites dans la nature, ça n'existe pas vraiment beaucoup, enfin ça n'existe pas régulièrement. Et donc ici, on est dans une zone où finalement je mixe, bien entendu, comme partout, toutes les strates d'un jardin-forêt. Donc il y a des plantes herbacées, ici c'est de la sauge officinale, il y a de la santoline qui se trouve là, du romarin, c'est des classiques pour certaines d'entre elles. Puis il y a des arbres fruitiers aussi que j'ai implantés récemment, que ce soit l'aziminier, des kakis, des mûriers. Il y a un mûrier qui est un peu plus âgé, un mûrier blanc là-bas, ou un cornouiller d'Europe de l'Est à gros fruits qui se trouve juste ici. Il y a aussi un figuier Brown Turkey au centre du mandala. Et donc finalement l'idée de densifier la zone,
de toujours continuer à avoir des parcelles de légumes annuels. Hein. Ici, un peu du radis, il y a des racines de chicon ou du poireau. Enfin, vous voyez, c'est des classiques. Hein. Il y a des zones qui sont aussi libérées à certains moments de l'année, comme celle-là. Il y avait du seigle. Ça me permettra de réenchaîner sur des cultures d'automne et finalement de compléter son autonomie alimentaire avec des légumes qui vont pousser dehors, à l'extérieur, l'hiver, que ce soit du navet, des laitues, du radis, des carottes, du scorsonère. Enfin, je ne vais pas faire la listing tellement qu'il est long, mais en fait, on peut vraiment explorer une panoplie d'espèces herbacées l'hiver. Il y a bien sûr des fruits aussi qui sont un peu plus tardifs, comme le kaki, qui nous permettent d'avoir une production enfin à l'automne, on va dire. Hein. Et puis finalement, la diversité elle est très vaste. Hein. Elle se réfléchit sur toutes les strates et à tout moment de l'année. Donc à partir du moment où on sait qu'il y a environ 7000 espèces possibles en région tempérée et que globalement, dans notre régime alimentaire, on a tendance à focaliser sur moins de 100 espèces, ça nous donne vraiment un choix colossal. Mais bon, il faut tester, il faut prospecter aussi pour trouver ces espèces-là. Il y a des choses rares, puis des choses moins rares. Alors ici, on est devant un jujubier, donc la date chinoise. Et donc, c'est une culture en effet un peu plus expérimentale. On n'est pas très certain de la possibilité d'avoir des belles récoltes. Moi, je pense que c'est tout à fait jouable. Déjà parce que j'observe un petit peu les plants sur mon terrain et aussi sur le terrain de ma compagne. Et ici, il fait relativement chaud par rapport à chez elle. Elle est plutôt du côté de Namur. Il y a quand même des fois quelques degrés. C'est un fond de cuvette assez humide. On pourrait penser peut-être que l'humidité ou le froid de l'hiver pourrait sensibiliser l'arbre, mais en fait, ils sont plus beaux qu'ici. Donc, et j'ai déjà eu l'année passée des premiers fruits qui sont formés, sont tombés, mais c'est souvent normal pour un jeune arbre de laisser tomber des fruits parce qu'il n'a pas assez de réserve pour aller jusqu'à la fructification. Et donc, faut être patient. Normalement, c'est des arbres aussi qui ont besoin d'un peu d'ombre. Souvent, il est conseillé de les mettre à la mi-ombre. Ici, c'est en plein soleil. Ça n'empêche pas qu'il se comporte très bien. Il a perdu aucune feuille. Il en fait des nouvelles. D'ailleurs, il forme des nouvelles fleurs pour l'instant. L'autre, par contre, lui, il a été un petit peu le mâle a été un petit peu sensibilisé. Il a perdu un peu des feuilles après le mois de juillet un peu plus chaud qu'on a eu. Mais ça ne l'a pas empêché de redémarrer. Il a un peu ralenti sa croissance, mais je crois que ce n'est pas un problème. Et donc, c'est un fruit qui est un des plus riches en sucre. Je pense pratiquement le fruit le plus riche qu'on pourrait avoir en Belgique par rapport à cette teneur-là. Et donc, ça devient intéressant, notamment aussi pour faire des fruits secs, aussi savoureux peut-être que la date plutôt qui n'est pas possible ici, mais le dattier classique qui est plutôt de Méditerranée. Et donc à voir pour la suite, mais moi j'y crois beaucoup. Peux-tu nous en dire plus sur ton travail de semencier? Ouais. Alors ça m'a semblé naturel depuis le début de faire des semences. Donc j'ai commencé à cultiver en 2015 et j'ai eu les premières semences 2016. Puis finalement, par rapport à l'acclimatation, notamment à la sécheresse, par rapport au froid, la semence a vraiment un travail, c'est un travail hyper important pour les maraîchers aussi. Souvent, ils ne l'envisagent pas, ils achètent leurs graines. Ici, on est devant des graines de radis, des graines d'aroche. Là, c'est du radis noir. Vous voyez la quantité, je ne sais pas le nombre de plants qu'il y a ici, mais ce n'est pas une parcelle très grande. J'ai de quoi semer peut-être, j'en sais rien, ça trouve 4-5 arts de radis si je voulais, avec juste cette petite parcelle. Alors là, c'est de la roche, donc c'est l'ancêtre de l'épinard, qui a été supplanté par lui au Moyen-Âge. Malheureusement, c'est dommage, parce que vous voyez la quantité de feuilles que ça donne même au cœur de l'été. C'est un légume qui le substitue très bien et qui est facile, qui se ressème spontanément. Donc le travail de semencier, ça m'anime beaucoup en fait. C'est facile, à mes yeux c'est facile, c'est accessible à tous, ça ne demande pas beaucoup de formation pour se dire tiens comment faire pour récolter, nettoyer ses graines.
en une après-midi, voire une journée, on a les bases. Alors, il y a beaucoup d'expérimentations sur le terrain. Il faut un petit peu s'exercer pour un petit peu apprivoiser les techniques. Mais globalement, les grandes lignes, on les acquiert rapidement. Et donc, j'ai commencé par des légumes annuels. Mais aujourd'hui, bien sûr, je sème beaucoup d'arbres fruitiers. Ça fait partie du travail de sélection. On a un panel génétique beaucoup plus large que si on focalisait sur des boutures, sur du marcottage ou sur des greffes. Et donc, c'est ça qui va contribuer à avoir des plants beaucoup plus robustes qui vont résister notamment aux aléas de climat, des changements brusques de température, du froid, du chaud, de l'humidité, d'avoir un panel très large d'individus. C'est ça qui nous permet d'être résilients dans nos productions. Et finalement aussi d'avoir un étalement de la récolte au cours de l'année. Donc si on a des plants homogènes, notamment ceux qu'on obtient à partant de graines F1, tous les individus sont pratiquement identiques. Et donc l'idée est de récolter tout en une fois avec des machines. Ici, tout se fait à la main. Donc globalement, si je veux aussi avoir une récolte de plusieurs mois, notamment sur des laitues, eh bien, c'est bien d'avoir un peu des précoces, des semi-précoces, puis des tardives. Et comme ça, on a de nombreuses semaines de récolte et on n'est pas obligé de tout valoriser, de transformer tout de suite. Enfin, c'est évident, hein, c'est logique ce que je dis, mais sur les petits jardins ou les jardiniers amateurs, en général, on comprend vite ça. Mais les maraîchers, très souvent, ne l'envisagent pas. Alors que je pense qu'il y a quand même aussi un intérêt par rapport à l'étalement. Mais c'est clair que ça demande de l'espace. Donc, je dis 3/4 de la superficie consacrée aux graines. Je pourrais bien entendu en récolter beaucoup moins si ce n'était pas un métier dans lequel je revends des graines, donc je suis obligé d'en produire plus. Si c'était juste pour ma production personnelle, eh bien, je pourrais certainement occuper peut-être grand max 1/4 de ma surface pour les graines et ce serait largement suffisant et j'aurais des stocks incroyables, ce qui me permettrait aussi de semer abondamment et pour garantir une récolte, même s'il y a des dégâts en début de saison avec les limaces. Je suis sûr que la semence, finalement, c'est la solution. C'est la solution au manque de diversité, au manque d'abondance. Et puis, c'est un petit savoir perdu, mais qui se retrouve très rapidement. Où en es-tu dans ta démarche d'autonomie alimentaire? C'est une bonne question. Alors, je suis constamment en réflexion par rapport à ça. Et la difficulté aujourd'hui par rapport à ce critère-là, c'est que j'ai pas toujours le temps pour récolter, pour valoriser tout ce que je produis sur le terrain. Et puis aussi une idée de me rémunérer. Donc, vu que je produis 3/4 de la superficie pour des graines, eh bien, j'ai parfois l'obligation de ne pas récolter les légumes qui sont produits sur le terrain. Si j'envisageais réellement toute la surface, je pense qu'à mon avis, je pourrais atteindre peut-être 70-75% d'autonomie. Ça m'obligerait quand même de tout transformer à des périodes où il y a des grosses récoltes. Concrètement, pour l'instant, je suis plutôt, à mon avis, autour de entre 50-60% d'autonomie en fruits et légumes. Je ne parle pas de l'autonomie pure et dure qui concerne également les céréales. Et voilà, moi je mange pas d'animaux, donc finalement ça restreint beaucoup la superficie nécessaire. Notamment en ce qui concerne l'alimentation végétalienne, on est plutôt autour de 10 à 12 arts nécessaires, si on compte vraiment les céréales et toutes les légumineuses, etc., en plus des légumes et des fruits. Pour les végétariens, on est plutôt entre 30 et 50 arts de superficie nécessaire. Bien sûr, ce qu'il faut des parcelles pour nourrir les animaux. Si c'est des bovins ou d'autres mammifères, eh bien, bien sûr, il faudra des grands espaces et il faudra aussi leur apporter des céréales. Donc, globalement, c'est normal que ça augmente les superficies. Et bien sûr, pour un omnivore, on est à plus de 50 arts. Ça peut aller jusqu'à 1 hectare par personne. Donc, moi, j'arriverai à être autonome beaucoup plus facilement sur ma parcelle parce que je ne consomme pas de produits animaux. Mais voilà, c'est une contrainte et je pense que ça peut amener une réflexion par rapport à la superficie disponible sur un projet et sur l'autonomie. Donc, voilà. Globalement aussi, mon autonomie va évoluer parce que
beaucoup de plantes, notamment des arbres fruitiers ou d'autres plantes pérennes vont compléter mon alimentation. Et il y a aussi tout un travail de recherche et de transformation, de recherche en cuisine pour valoriser ces espèces qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Et donc globalement aussi, avec ma compagne, on travaille beaucoup là-dessus, on teste chaque semaine des nouvelles recettes. Et d'ailleurs, on fait la promotion par rapport à des nouvelles recettes concernant des espèces qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Chaque semaine, on propose une nouvelle recette avec des recettes complètement végétaliennes et qui sont aussi avec des aliments qui peuvent se produire en Belgique. Donc, il n'y a aucun aliment qui vient d'ailleurs en général dans nos recettes. On évite bananes, chocolat, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber sur des espèces qui vont nous satisfaire et qui vont nous amener de l'exotisme. Bien sûr, on parle tout le temps de l'Asie minier, notamment la figue, etc. Il y a encore d'autres espèces, notamment, je pense, si on veut par exemple de l'avocat, on pourrait envisager Eretia dicksoni, le cabrier de Dickson, qui donne une baie qui pourrait se cuisiner, nous contenter par rapport au goût manquant de l'avocat dans nos régions. Et donc, vous voyez, c'est un exemple pour dire, voilà, si on explore la diversité végétale qui est très haute, on ne peut pas tout substituer, mais on peut vraiment se faire plaisir et avoir une multitude de nouvelles saveurs dans notre assiette. Le potager du Gaïrou, c'est aussi une pépinière. Peux-tu présenter ta pépinière? Oui, voilà. Donc ici, on est dans la zone où je vends une grosse partie des plants et cette zone se situe derrière ma maison, un peu au nord, ce qui me permet de la protéger du soleil quand il fait un peu trop chaud ou il faut aussi arroser plus régulièrement. Donc je restreins les arrosages grâce à ça. Et donc il y a des légumes perpétuels, des fleurs vivaces, des plantes médicinales, des arbres fruitiers. Donc il faut aussi se rendre compte que ce n'est pas la période où j'en ai le plus parce que l'été n'est pas la période propice pour planter. Et puis il y a une grosse partie des plants qui se trouvent aussi dans la nurserie, mais que je prépare notamment dans les prochaines semaines pour les ventes d'automne. Et puis le plus gros du stock est disponible au printemps. Voilà. On vient de faire le tour du jardin-forêt du potager du Gaïrou. J'espère que la visite vous a plu. En tout cas, un grand merci à Michael pour ta visite. On mettra les liens en bas de la vidéo vers le site et la page Facebook du potager du Gaïrou. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!